Nous tenons à vous remercier tous d'être venus ici vous informer. Nous remercions les citoyens qui sont venus de manière individuelle et aussi des élus qui sont venus pour, de la même manière, se tenir au courant. Voilà. C'est une réunion d'information qui portera essentiellement sur le compteur Linky. Qui organise cette réunion? Nous sommes un collectif de citoyens qui ont vu apparaître des compteurs, qui ont reçu des lettres qui nous prévenaient de l'installation de nouveaux compteurs électriques. Et comme nous sommes curieux, nous nous sommes penchés sur le problème et avons eu des questionnements auxquels nous avons cherché à répondre collectivement. Nous nous sommes documentés pour essayer de trouver réponse à ces interrogations. Nous avons commencé à faire 2-3 réunions sur Riec, sur Mouellan, entre nous, avec nos informations. Et le but de cette réunion ce soir, c'est de vous présenter 2 intervenants extérieurs qui sont beaucoup plus spécialistes que nous et qui vont intervenir de manière plus spécifique dans leur domaine. Donc les 2 personnes qui vont intervenir sont M. Alexandre Ruzanov, qui est ingénieur géologue, informaticien aussi, ingénieur informaticien, et Mme Danielle Bovin, qui est présidente du collectif Citoyens éclairés de l'Annester ou Lorient, excuse-moi Danielle. Pays de Lorient, voilà, et qui est chargée de communication aussi. Donc Alexandre Ruzanov va commencer à présenter le compteur Linky en premier temps. Voilà, qu'est-ce que c'est que ce compteur Linky? Va nous parler des effets des ondes sur la santé aussi. Et puis Daniel, en un deuxième temps, présentera les aspects plutôt vie privée, facturation. En un troisième temps, une personne de notre collectif vous lira un texte qu'elle a écrit. Et un 4e temps sera réservé aux échanges, aux questionnements que vous pouvez avoir par rapport à ces installations. Voilà, questionnement-échange. Alors, 2 petites choses avant de laisser la parole aux intervenants. Nous sommes un collectif et pour organiser cette réunion, nous avons eu quelques frais. Donc, nous avons laissé un chapeau à l'entrée et vous pouvez participer, si vous le désirez, pour nous aider à couvrir les frais de cette réunion. La dernière chose, nous avons laissé aussi sur les tables de l'entrée des feuilles sur lesquelles vous pouvez nous laisser vos coordonnées si vous voulez être tenu informé de la suite des événements, des actions à mener par la suite. Voilà, je vous remercie de votre attention et je laisse la parole à Alexandre Ruzanov. Bonsoir, je suis très contente de vous voir ce soir. Là, je m'intéresse aux ondes électromagnétiques et leur impact sur la santé depuis longtemps, et au moins 20 ans. Et les ondes électromagnétiques, il existe les ondes électromagnétiques naturelles qui viennent du sol, qui viennent du ciel. Et il existe les ondes électromagnétiques artificielles, les ondes électromagnétiques que l'homme a créées. Et aujourd'hui, on va toucher la question qui intéresse de plus en plus des personnes, le compteur Linky. Là, vous pouvez voir, c'est un appareil qui est très sympathique au niveau des couleurs. Aujourd'hui, j'ai téléchargé cette carte. Vous pouvez voir quand le compteur Linky peut être installé dans votre commune. Et en effet, qu'est-ce que c'est? Pourquoi? Et quelle est la différence par rapport à l'ancien compteur électrique? Je vais essayer d'être simple, je ne vais pas utiliser les termes très techniques. Comment ça marche? On installe le compteur dans votre maison et après, le compteur, c'est un compteur communicant. Qu'est-ce que c'est? Il doit communiquer
avec le centre, agence de supervision. Et comment ça se passe? Il y a les concentrateurs qu'on installe et le concentrateur peut recevoir l'information jusqu'à 50 compteurs Linky. Et comment ça se passe la communication entre concentrateur et compteur Linky? Ça se passe par les courants porteurs en ligne. Qu'est-ce que c'est les courants porteurs en ligne? Sur le réseau 50 Hz, on injecte les fréquences dans la bande de fréquences de 35 jusqu'à 90 kHz. Mais le concentrateur, il a besoin de communiquer cette information. Et comment ça se passe cette communication? Ça se passe par le réseau télécom, c'est-à-dire par les antennes relais, et dans les concentrateurs, il y a des petits émetteurs qui communiquent avec les antennes relais. C'est-à-dire, ce n'est pas un simple compteur, c'est un compteur qui utilise 3 bandes de fréquences différentes. Là, vous pouvez voir, ce sont des images des concentrateurs réels qui sont déjà installés. Le concentrateur peut être installé sur un poteau électrique. Vous voyez l'intérieur de ce concentrateur. Et il y a la petite antenne qui fait transmettre l'information à leur centre de supervision. Et il y a les transformateurs. Les transformateurs, et à l'intérieur de transformateurs, on installe ce concentrateur, et à l'extérieur, vous pouvez voir l'antenne. J'habite au Conquet, et au Conquet, on a installé plein de nouveaux transformateurs. Et ce que je vois sur la route aussi, quand je passe, il y a de plus en plus de nouveaux transformateurs. Je pense que c'est la préparation pour cette génération des compteurs Linky. Vous voyez l'antenne comme ça. Et on doit installer, il y a déjà 750 000 postes de transformation. Et on doit desservir 35 millions de clients. Là, je veux comparer ce que dit ERDF avec la réalité, parce que il y a beaucoup d'informations, il y a beaucoup de documents qui sont imprimés. Vous pouvez aller sur le site de ERDF, qui s'appelle différemment, Enedis actuellement. Et là, c'est un document qui dit que le compteur Linky, c'est un équipement électrique émettant beaucoup moins de champs électromagnétiques que la plupart des appareils électroménagers. Là, vous voyez, c'est un tableau qui est très intéressant. Et quand on voit que le compteur Linky émet le champ électrique 0,1 volt par mètre, et là, vous utilisez, par exemple, votre fer à repasser 100 volts par mètre, c'est énorme. Vous êtes irradié quand vous repassez. Imaginez-vous ce qui se passe. Et ça, c'est 0,1 volt. 1200 fois moins. Mais on ne peut pas comparer les choses qui sont incomparables. Je vous ai indiqué, il y a 3 bandes de fréquences. Oui, le champ électrique est très faible. Mais vous êtes irradié par ce champ. Et la question, c'est la durée. Officiellement, ce que dit ERDF, je vais appeler toujours ERDF, le compteur Linky, il communique seulement une fois par jour. Ça se passe à minuit pendant quelques secondes. Après, j'ai trouvé un autre document qui dit que c'est document de ERDF, c'est toutes les 8 heures, il envoie le signal. Pourquoi il a besoin d'envoyer le signal? Parce qu'il faut contrôler les compteurs.
Et ça, c'est pas grave parce que ça dure quelques secondes, même millisecondes. C'est rien. Mais ce qui est intéressant, vous voyez, pour comprendre ce que c'est CPL, vous voyez, c'est ce que nous avons ici partout, c'est 50 Hz. Ce qui est mesurable, facile à mesurer avec les différents appareils. Et après, il y a des fréquences, on les appelle fréquences radio, dans la bande de fréquences de 30 à 90 kHz. Et après, on injecte dans ce réseau de 50 Hz ces fréquences. Et en effet, qu'est-ce qui se passe? Notre réseau électrique n'est pas blindé. Notre réseau n'est pas destiné pour ces fréquences. ERDF dit c'est pas grave parce que le signal est très très faible. Mais là, le signal qui existe, il vous est irradié. Si on peut comparer, je vous donne un exemple que j'ai entendu hier, j'ai participé hier à une réunion d'information sur l'Enki au Conquet, je suis intervenu aussi. Il y avait un monsieur spécialiste en électricité qui a donné un exemple qui est très intéressant. Là, vous avez l'eau dans votre maison, l'eau potable, et on ajoute un tout petit peu de produits nocifs dans votre l'eau. Qu'est-ce qui se passe? Rien au début. Mais au fur et à mesure, après, ça dépend des personnes qui consomment. Il y a des personnes qui résistent bien. C'est comme Raspoutine qu'on a empoisonné et il a bien résisté. Il a fallu tuer physiquement. Mais il y a d'autres qui résistent mal, les problèmes qui apparaissent. Mais on peut pas faire le lien entre la dose et l'effet. Voilà, ça marche comme ça. Et maintenant, les documents. Les documents de ERDF, par exemple, le document qui déclare que l'Organisation mondiale de la santé a classé les ondes électromagnétiques dans la catégorie 2B. Qu'est-ce qu'ils disent? Ils reconnaissent ça, parce qu'on ne peut pas nier ça. C'était en 2011, c'était reconnu. Et qu'est-ce qui se passe? Ils disent que ça concerne seulement par les téléphones portables de type 4G. Vous voyez la communication du Centre international de recherche sur le cancer. Qu'est-ce qu'ils disent? Ce centre classe les champs électromagnétiques de radiofréquence et la bande de fréquence de CPL peut être cancérogène pour l'homme. Deuxième raison, elles sont classées dans la catégorie 2B et le café se trouve là aussi. Est-ce que nous buvons le café toute la journée et la nuit? Je pense que non. Peut-être il y a des personnes qui font ça, mais c'est rare. C'est pourquoi on ne peut pas comparer les ondes électromagnétiques et le café. Et pourquoi cette organisation internationale a reconnu les ondes, les champs électromagnétiques de radiofréquence? Parce qu'ils ont trouvé le lien entre l'utilisation de téléphones portables et gliome de cerveau. Il y avait le lien. C'est pourquoi c'était reconnu comme cancérogène possible. Voilà la déclaration dans le même document que compteur Linky n'utilise pas la communication par la radio pour communiquer. Et dans le même document, ils disent le concentrateur communique avec le système d'information centralisé par transmission cellulaire. Vous voyez, c'est contradictoire. Il n'utilise pas et en même temps il utilise. Là, encore une déclaration. Pour les CPL, courant porteur en ligne, les niveaux très bas permettent de garantir que les appareils électroniques ne seront pas affectés par les communications CPL. C'est-à-dire, il y a la compatibilité
CPL est compatible avec les appareils électriques et électroniques. Qu'est-ce qui se passe en réalité? Vous voyez, la lampe tactile, miraculeuse. Après l'installation qui a marché pendant plusieurs années sans problème, comment ça fonctionne? On touche la lampe s'allume. On touche encore une fois, elle augmente la puissance. On touche deuxième, troisième fois, il y a l'augmentation de puissance. Et après l'installation du compteur Linky, la lampe est devenue miraculeuse. Elle s'allume toute seule, et toute seule, elle change sa puissance. Là, c'est ça qui a attiré l'attention de cette famille. C'est un jeune couple avec 2 enfants de jumeaux de 18 mois qui a commencé à avoir des problèmes de sommeil, problèmes de fatigue, les enfants qui étaient très énervés, qui se réveillaient la nuit, et un des frères qui se réveillait toujours à minuit 15. Et c'était incompréhensible. Voilà, c'est faux que les appareils électriques ne sont pas affectés. Et surtout quand on dit ERDF qui dit que ça communique seulement à minuit, c'est bizarre que cette lampe s'allume toute seule. J'ai posé cette question aux représentants de ERDF et j'ai expliqué la situation et j'ai posé la question et j'ai dit qu'est-ce qui se passe? On m'a répondu tout de suite incompatibilité électromagnétique. Mais j'ai dit c'est bizarre. Comment ça peut être? Avant c'était compatible avec le réseau électrique. Et après l'installation Linky, c'est devenu incompatible. Alors la personne a dit qu'elle va se renseigner. Mais la lampe tactile, c'est rien. Qu'est-ce qu'il faut? Les gens, qu'est-ce qu'ils ont fait? Et j'ai eu plusieurs cas comme ça, témoignages. Et cette lampe que j'ai vue personnellement, j'ai observé comment elle s'est allumée, après elle a changé sa puissance. Mais il y a des cas beaucoup plus graves. C'est une personne qui porte un neurostimulateur. Qu'est-ce que c'est? Il y a les électrodes qui sont dans la tête, implantées, et il y a l'appareil qui envoie les impulsions. Et c'est le médecin qui règle la durée des impulsions, le temps, et la personne a télécommande. Télécommande, à quoi ça sert télécommande? Simplement pour couper. La nuit, la personne n'a pas besoin de neurostimulateur. Elle dort. Et qu'est-ce que ça permet? Ça permet d'économiser les piles. Où se trouvent les piles? À l'intérieur, au niveau de clavicule, chaque fois il faut ouvrir. Imaginez-vous si les piles sont usées plus vite, 2 fois plus vite. Ça crée des problèmes. Je ne parle pas d'autres appareils de soins qui peuvent être perturbés. Et cette personne a refusé le compteur Linky. Mais ses voisins ont accepté. Il faut savoir aussi que si vous avez Linky, le courant porteur en ligne ne s'arrête pas au compteur. Votre réseau électrique de la maison, et à travers de votre réseau passe le courant porteur en ligne. Et votre réseau électrique devient une petite antenne avec l'émission très très faible mais régulière. C'est la pub, ce sont le document de ERDF qui dit que le compteur Linky, c'est moins 0,1 volt par mètre. Qu'est-ce que c'est? C'est un bruit de fond à la distance de 20 cm. C'est rien. Alors, c'est un document, j'ai pris le document qui s'appelle Rapport technique sur les compteurs Linky, qui est sorti, c'est l'Agence nationale de fréquences radio, au mois de mai 2016. Et alors, les valeurs de champ électrique relevées à 20 cm de Linky sont de même ordre de grandeur. C'est 1,3 volts par mètre. 13 fois plus que dans leur pub. D'accord, c'est un autre organisme, mais qu'est-ce qui dit EDF, la conférence internationale l'année dernière? Vous voyez les valeurs?
Ils ont fait les mesures dans un laboratoire et ils ont fait aussi les mesures dans la maison réelle. Qu'est-ce qu'ils trouvent? Maximum 1,48, c'est presque 15 fois plus que c'est indiqué dans leur documentation. Et en effet, les normes, à quoi ça sert les normes? Tout ce qui concerne les ondes électromagnétiques. Et quand est-ce qu'on a créé ces normes? En Europe, on a créé la Commission internationale de protection contre le rayonnement non ionisant, parce qu'il y a le rayonnement non ionisant et ionisant. Tout ce qui concerne la différence ionisant, c'est tout ce qui concerne la radioactivité et les rayons X. Ça, c'est dangereux pour la santé. Il y a des normes qui sont très strictes dans ce domaine. Et voilà, cette commission, comment elle a travaillé? Elle a étudié des recherches sur les ondes électromagnétiques qui étaient faites un peu partout dans le monde. Et son approche était très intéressante, parce qu'il existe deux impacts sur le corps humain des ondes électromagnétiques. Il y a l'impact thermique, c'est-à-dire quand les ondes électromagnétiques peuvent provoquer le réchauffement des tissus. Et il y a l'impact biologique, c'est-à-dire l'impact physiologique sur la physiologie de notre corps. Et là, qu'est-ce qu'ils ont décidé? Ils ont décidé de prendre en compte seulement l'impact thermique. Et l'impact biologique, il n'y a pas de preuve que ça existe. Bien qu'il y a plein de documents qui étaient cités dans leurs conclusions, on appelle ça ce document les guidelines ou bien les lignes directrices. Et après, les États européens, ils ont pris en compte ce document et ils ont créé leurs propres normes. 18 États européens, ils ont accepté ces propositions, la France y compris. Mais il y avait des États qui ont diminué ces valeurs jusqu'à 100 fois. Vous pouvez voir ce tableau, c'est moi qui ai fait, et ça c'est un document officiel. Et là, vous voyez, il y a des Liechtenstein, seulement 0,6 volts par mètre. Je prends la valeur 61 volts par mètre, ça concerne la téléphonie mobile 3G. La norme est 61 volts par mètre. Et Liechtenstein, Lituanie, c'est 100 fois moins. C'est-à-dire, qu'est-ce que cela signifie? Il y a une approche différente par rapport à la santé de leurs citoyens. Vous voyez, Luxembourg 3 volts, Suisse 4 volts, Bulgarie, Italie, Pologne, tout ce qui concerne Pologne, ils disent dans ce document, c'est un pays dans l'influence soviétique. Ils ont resté leurs normes. Mais l'Italie, ce n'est pas l'influence soviétique. Et ce qui est intéressant aussi dans ce document, qu'en France, il existe deux approches. La première approche, ça concerne tout le monde. Par exemple, pour la téléphonie 3G, c'est 61 volts par mètre. Et deuxième approche, ça concerne les Parisiens. Alors, la mairie de Paris a signé la charte avec les opérateurs qui ne doivent pas dépasser à Paris 2 volts par mètre des émissions. Il s'agit de champs électriques. C'est mon avis que je vais vous dire que les valeurs limites d'exposition des personnes aux champs électromagnétiques en France ne protègent pas la population et sont obsolètes. Les recommandations de cette commission datent de 1998, c'est-à-dire il y a 18 ans. Et depuis, les nouvelles technologies sont apparues et ces recommandations ne tiennent pas compte des effets athermiques biologiques. Et ça, c'est ce que dit, c'est un très grand spécialiste dans l'impact des ondes électromagnétiques sur la santé. C'est M. Yuri Grigoriev, que j'ai rencontré 2 fois à Moscou. Je suis allé exprès à Moscou pour le voir, pour avoir son avis sur
l'impact des champs électromagnétiques sur la santé. Et il est aussi le membre du comité des ondes électromagnétiques de l'Organisation mondiale de la santé. Qu'est-ce qu'il dit? Les normes actuelles sont basées davantage sur les besoins de l'ingénierie que sur les études biologiques. Et il y a une chose très intéressante qui m'a impressionné quand j'ai commencé à étudier cette question, parce qu'il existe en revanche les normes de compatibilité électromagnétique des appareils électriques et électroniques. Qu'est-ce que cela signifie? Je vais vous donner un exemple pour mieux comprendre. Vous avez la voiture avec l'ordinateur de bord. Vous allez vers le péage avec la vitesse 90, vous devez baisser la vitesse pour passer tranquillement et votre ordinateur de bord ne vous écoute pas et vous traversez le péage. C'est-à-dire l'ordinateur de bord qui était perturbé par d'autres sources, par d'ondes électromagnétiques. Par exemple, il y avait l'antenne relais juste à côté. Et ça, c'est très grave. Là, et tout le monde comprend ça. Et c'est pourquoi, dans l'industrie, il existe les normes pour compatibilité électromagnétique. Et ces normes ne doivent pas dépasser 3 volts par mètre. Imaginez-vous, 61 volts pour les hommes et pour les appareils électroniques, seulement 3 volts. Quand même, il y a la grande différence. Et ce qui me plaît beaucoup dans la compatibilité électromagnétique, il y a les termes qui correspondent bien. Par exemple, il existe le système victime qui a subi des problèmes et le système responsable. Et malheureusement, actuellement, on commence à reconnaître les victimes. Ce sont des personnes hyper électrosensibles. Ça va très très lentement, mais il y a une avance dans ce domaine. Mais il n'y a pas de système victime. Ce n'est pas reconnu officiellement. Pour mieux comprendre la différence des normes qui étaient créées en 1998, vous voyez, on va prendre, parce que ce n'est pas CPL simplement qui va créer des problèmes, parce que nous avons déjà plusieurs couches des ondes électromagnétiques. Et quand on a créé ces normes qu'on utilise actuellement, il y a 18 ans, Wi-Fi, c'était le début de Wi-Fi. Vous voyez, les premiers ordinateurs qui ont utilisé Wi-Fi étaient créés par Apple. En 1999, quand on a déjà créé les normes, on ne tenait pas du tout compte de ces fréquences. Bluetooth. Moi, j'ai fait mes études à l'école d'ingénieurs de Brest en 2001. On a commencé à parler, mais on ne savait pas ce que c'est. Ça n'existait pas, comme actuellement. Et maintenant, Bluetooth, qu'est-ce que c'est? Les ordinateurs, smartphones, tablettes, imprimantes, scanners, claviers, souris, manettes de jeux vidéo, kit main libre, micro-écouteurs, voitures, appareils photo, tout communique, tout communique. Et ce sont les hyperfréquences. Et on ne tient pas compte de ça, pas du tout, les normes actuelles. Tout ce qui concerne la téléphonie mobile, en 1998, qu'est-ce qu'il y avait? France Télécom commercialise en 91 le Bipop, premier téléphone portable en France. C'était le début de l'ère de téléphonie mobile. Et c'était la génération 2G, 900 MHz et 1800 MHz. Regardez ce qu'il y a actuellement au niveau de 2G. Presque 40 000 sites qui sont équipés par ces antennes. Alors, 3G est apparu seulement en 2000. 40 000 sites qui sont équipés par ces antennes. Je parle de France métropolitaine. 4G, apparu en 2012. Ça avance très vite. 22 000 sites. Nous baignons dans ce champ magnétique, électromagnétique. On appelle ça, en Allemagne, dans d'autres pays, on appelle le smog électromagnétique. En France, on peut dire le brouillard électromagnétique. Et qu'est-ce que ça peut faire? On va voir l'approche de créateurs des normes sur les ondes électromagnétiques.
Voilà. C'est un homme qui est irradié par les ondes électromagnétiques. Les ondes électromagnétiques, qu'est-ce que ça peut faire? Et on pense que seulement les hyperfréquences qui peuvent réchauffer les tissus. Alors, on voit seulement les tissus. Et là, c'est un corps qui n'a pas de vie. Parce que si on tient compte de ça, cela signifie que l'homme n'a pas de cœur, n'a pas de cerveau. En effet, c'est comme un cadavre. Mais nous ne sommes pas des cadavres. Vous voyez, l'homme est électromagnétique. Pourquoi électromagnétique? Peut-être certains ne croient pas. Moi, j'ai eu le cas comme ça. Un monsieur, pendant la réunion, il a dit qu'il ne croit pas à tout ça. Mais il y a des preuves. Tout le monde sait qu'il existe électroencéphalogramme. Qu'est-ce que cela signifie? Qu'est-ce qu'elle mesure? Le rayonnement du champ électrique de notre cerveau. Et on connaît bien les bandes de fréquences. Et les spécialistes peuvent interpréter comment fonctionne notre cerveau. Mais ce n'est pas simplement qu'on mesure électroencéphalogramme, on mesure le champ magnétique aussi, avec les appareils de très haute résolution. Mais on mesure le champ magnétique très très faible. Et le cœur, là c'est connu, électrocardiogramme, c'est connu depuis des décennies. Qu'est-ce que cela signifie? Qu'on mesure la différence de potentiel avec les électrodes qu'on place dans différents points du corps. Mais il y a la méthode, la médecine utilise cette méthode, on mesure aussi le champ magnétique du cœur. En effet, nous sommes électromagnétiques. Il y a des recherches, il y a plusieurs recherches, je vais donner seulement deux. Les travaux de Joseph Kirschving, c'est un professeur américain de Princeton University. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a découvert les petites nanoparticules de magnétite dans le corps humain. Et là, ici, vous voyez, là, c'est reparti partout dans le corps, mais il y a certains endroits où il y a la concentration de ces, il appelle ça magnétosomes. Qu'est-ce que cela signifie? Que nous pouvons être plus ou moins sensibles selon la quantité de ces magnétosomes que nous avons dans notre corps. Il ne s'agit pas des particules de fer que c'est facile à mesurer dans le sang. C'est d'autres choses. Et il y a des recherches des scientifiques qui sont décrites dans la revue Science et Vie en mai 2012. En effet, avant, on savait que ce sont seulement les pigeons qui ont leur boussole dans leur tête. Les pigeons, les oiseaux qui se déplacent, ils savent comment ils se déplacent. Et en effet, on a découvert que les hommes ont aussi leur boussole, leur capteur magnétique qui se trouve dans la rétine et dans le cerveau. Je vous propose de regarder la petite vidéo. Comment les neurones communiquent-ils? Pour le savoir, approchons-nous. Les informations, il les reçoit sous forme électrique, sur cette arborescence très fournie, les dendrites, jusqu'au cœur de la cellule neuronale où elles seront traitées. Le neurone déclenche alors un nouveau signal électrique qui va se propager à près de 400 km/h le long d'un câble. Et que trouve-t-on au bout de ce câble? Un fabuleux ensemble de connexions organiques qu'on appelle les synapses. Ce sont des points de contact entre deux neurones, de microscopiques espaces de communication, grâce auxquels chaque neurone va pouvoir communiquer avec 10 000 autres. Au total, on trouve plus d'1 million de milliards de ces liaisons dans notre cerveau, autant que de grains de sable sur une plage qui ferait la taille de la France. Lorsque le signal électrique arrive à la synapse, il libère dans cet espace d'1 millionième de millimètre des milliers de molécules chimiques, les neurotransmetteurs. Ils déclenchent à leur tour une cascade d'orages électriques qui se propagent de neurones en neurones à travers les synapses. Et s'il nous a fallu 30 secondes pour décrire cette opération, en réalité, elle n'aura duré
qu'un dixième de milliseconde, 1000 fois moins qu'un battement de paupières. Et chaque jour de votre vie, lorsque vous vous coucherez, ce scénario se sera reproduit des milliards de fois. C'est intéressant, parce qu'on voit bien comment marche notre cerveau. Et nous sommes électromagnétiques. Il existe la compatibilité électromagnétique, non seulement dans les appareils électriques et électroniques, mais chez l'homme aussi. Imaginez-vous, vous êtes traversé par plusieurs ondes électromagnétiques. Ici, ça va perturber quelque chose dans le cerveau. Et neurotransmetteurs qui fonctionnent plus. Et après, il y a des problèmes, il y a des travaux dans ce domaine. Et il y a des publications dans ce domaine. Est-ce qu'on entend bien? Ah oui. C'est-à-dire les ondes électromagnétiques peuvent provoquer les différents effets sur le cerveau. Et surtout, il y a un phénomène, quand c'est bien étudié sur les animaux, il existe la barrière hémato-encéphalique. Qu'est-ce que ça signifie? Notre cerveau est protégé par cette barrière. Les toxines ne peuvent pas passer dans le cerveau. Mais les ondes électromagnétiques, même très, très faibles, peuvent perturber la barrière hémato-encéphalique. Et les produits toxiques passent dans le cerveau. Comment on peut savoir ça? Il faut faire l'autopsie. Et sur les hommes, on ne fait pas. C'est pourquoi c'est étudié sur les animaux. Et il y a des preuves. Ça, c'est monsieur professeur Yuri Grigoriev. Et là, qu'est-ce qu'il dit? C'est important ce qu'il dit. Exposition volontaire chronique 24 heures sur 24 de toute la population au champ électromagnétique complexe. Parce que dans les normes, qu'est-ce qu'ils disent les normes? 61 volts par mètre, c'est pour 3G. Alors pour 4G, c'est une autre norme, c'est moins. Pour 2G, c'est 41 volts par mètre. Pour CPL, c'est 87 volts par mètre. C'est complexe, c'est modulé, c'est-à-dire il y a la fréquence porteuse 50 Hz pour l'Inki. Et qu'est-ce qu'on ajoute? On module, on ajoute d'autres fréquences. C'est la même chose pour la téléphonie mobile, que c'est de large spectre, les stations de base de téléphonie mobile, qui émettent tout le temps. On est tout le temps dans le rayonnement de ces stations. Le rayonnement qui est très très faible, mais c'est 24 heures sur 24. Il faut comprendre ça parce qu'on ne sait pas l'effet à long terme. Augmentation continuelle du niveau de radiofréquence. Cette année en France, on va tester 5G déjà. Ça va arriver bientôt. 4G, ça continue sa propagation sur tout le pays. L'effet biologique est en cours d'étude. Les pathologies n'est pas étudiées, y compris pour les effets à long terme. C'est ça le problème, parce qu'on ne voit pas tout de suite. Il y a certaines personnes qui réagissent immédiatement, dans les semaines qui viennent après l'installation du compteur Linky, et d'autres qui peuvent avoir des problèmes dans 1 an, dans 2 ans, dans 3 ans. Il n'y a pas de lien direct entre une dose et sa réponse, ce que je dis. Vous ne pouvez pas vérifier votre barrière hémato-encéphalique. Importance de la modulation, parce que ce n'est pas simple fréquence de téléphonie mobile, on injecte basse fréquence sur cette fréquence. Les normes ne correspondent pas, c'est un médecin, c'est un scientifique qui dit clairement absence de mesures décisives, attente, observation et contemplation. Et là, j'ai fait le petit schéma. Je pense que, sauf quelques exceptions, vous avez tout ça dans la maison. L'électricité 50 Hz, les ampoules basse consommation fluocompactes. Pourquoi c'est dangereux? Parce qu'il y a, c'est comme un émetteur très faible, mais il y a de mercure dedans. Les box, téléphone sans fil, CPL, ça existe depuis longtemps, et ERDF, leur raison aussi, ils disent qu'ils utilisent CPL à partir des années 60.
Mais ce n'est pas la même chose, ce ne sont pas les mêmes fréquences. Il faut bien comprendre ça. Les fours à micro-ondes, radio rêvée, TV, les téléphones portables. Et qu'est-ce qui se passe? Maintenant, on ajoute encore une petite couche avec les valeurs qui sont vraiment très faibles. Je pense que ça correspond à la réalité. 1 volt, ça ne doit pas dépasser beaucoup, mais si ça se passe tous les jours, surtout la nuit quand on dort, et là, vous n'allez pas mettre votre lit au milieu il faut trouver une grande chambre pour mettre au milieu votre lit, pour être éloigné de ces champs. Après, qu'est-ce qui arrive? Les compteurs Gaspard, aussi communicants, et les compteurs d'eau. Et ce qui peut aggraver aussi la situation, ce sont les failles ou bien les veines d'eau. C'est ça qui peut, parce que dans ce cas-là, vous avez les nuisances naturelles qui viennent du sol, qui augmentent l'impact de tout l'environnement. Je vous remercie pour votre attention et je suis prêt à répondre après à vos questions. Merci.